Le silence d'une mère a toujours un prix. Et ce soir-là, sur ce banc glacé, j'ai compris que le mien venait d'être payé. Je m'appelle Eugénie Roland. J'ai 65 ans, et pendant 40 ans, j'ai cru que l'amour d'une mère suffisait à protéger un fils. Je me trompais. C'était un jeudi soir de novembre. Il pleuvait cette pluie fine qui colle aux cheveux et rend les trottoirs noirs comme du charbon. Mon fils Thomas venait de m'abandonner à un arrêt de bus sur l'avenue Foch avec un seul sac en toile contenant mes affaires. Pas de manteau d'hiver, pas d'argent. Juste une photographie, celle de Thomas enfant, dans mes bras, le jour de ses 3 ans. 2 heures plus tôt, dans le salon de sa maison bourgeoise du 16e arrondissement, il m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « Maman, c'est simple. Soit tu obéis à Mathilde, soit tu pars. Elle est ma femme. C'est elle qui commande ici. Mathilde. Sa femme depuis 3 ans. Celle qui, dès le 1er mois, m'avait demandé de laver ses sous-vêtements à la main. Celle qui me réveillait à 6 heures du matin pour préparer son petit déjeuner. Celle qui, chaque soir, me tendait ses chaussures et me regardait avec ce sourire froid en disant « Vous pouvez les nettoyer, belle maman ?» J'avais accepté. Tout. Pour rester près de mon fils. Mais ce soir-là, elle était allée trop loin. Elle m'avait ordonné de me mettre à genoux devant ses invités pour ramasser un verre qu'elle avait fait tomber exprès. Et quand j'avais refusé, elle avait hurlé « Cette vieille femme me manque de respect dans ma propre maison. » Thomas n'avait rien dit. Il m'avait simplement pris le bras, m'avait conduite jusqu'à sa voiture et m'avait déposée là, sur ce banc, sous la pluie. « Tu reviendras quand tu seras prête à t'excuser », avait-il murmuré avant de repartir. J'étais restée là, immobile, serrant la photographie contre ma poitrine. Les bus passaient, mais je ne montais dans aucun. Je n'avais nulle part où aller. Mon appartement, je l'avais vendu 3 ans plus tôt pour aider Thomas à payer sa maison. Mes économies, je les avais données pour son mariage. Mes amis, je les avais perdus de vue en devenant sa servante. Je n'avais plus rien, plus personne. Et c'est alors qu'un homme s'est approché. Il portait un long manteau gris, un foulard de laine autour du cou, et ses yeux ne voyaient pas. Il tenait une canne blanche et avançait lentement, mais avec une étrange assurance. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, a tourné la tête dans ma direction et a dit d'une voix grave, presque inquiète, « Madame, vous pleurez. » J'ai essuyé mes joues. Je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais. « Ça va aller, » ai-je menti. Il a fait un pas de plus. Son visage était calme, presque noble. Il devait avoir mon âge, peut-être quelques années de plus. Ses cheveux étaient argentés, ses mains fines. « Non, » a-t-il dit doucement, « ça ne va pas. » Et puis, sans que je comprenne pourquoi, il s'est penché légèrement vers moi et a murmuré, tout bas, avec une urgence étrange, « Mon chauffeur arrive dans quelques secondes. S'il vous plaît, faites semblant d'être ma femme. » Je l'ai regardé, interdite. « Pardon ? Faites-moi confiance, » a-t-il insisté. « Juste pendant quelques minutes. Je vous expliquerai après. Mais si vous restez seul ici sous cette pluie, je ne peux pas partir en vous laissant comme ça. » J'aurais dû refuser. J'aurais dû m'enfuir. Mais quelque chose dans sa voix, dans la manière dont il me parlait, sans pitié, sans condescendance, mais avec une sorte de respect simple, m'a fait hocher la tête. D'accord. Une voiture noire, longue et silencieuse, s'est arrêtée devant nous. Un homme en costume est descendu et a ouvert la portière arrière. « Monsieur Lavergne », a-t-il dit poliment. L'homme Tchégo m'a tendu le bras. J'ai hésité, puis je l'ai pris. Nous sommes montés ensemble dans la voiture. Le chauffeur a refermé la porte. Le silence était épais, presque irréel. L'intérieur sentait le cuir et le bois précieux. Je n'osais pas bouger. L'homme s'est tourné vers moi. Même aveugle, il semblait me voir. « Merci », a-t-il dit. « Vous venez de me sauver d'une situation très embarrassante. Je ne comprends pas. » Il a souri. Un sourire triste, mais doux. Mon chauffeur s'inquiète trop. Si je rentre seule tous les soirs, il finit par appeler ma famille. Et ma famille, elle veut me mettre en maison de retraite. J'ai senti mon cœur se serrer. Alors vous faites semblant. D'avoir une épouse, oui, depuis 6 mois. Mais ce soir, elle n'était pas là. Et vous étiez là. Il y a eu un silence. Puis il a ajouté, d'une voix plus grave, « Et vous, madame, pourquoi pleuriez-vous sous la pluie ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Juste un sanglot. Un seul, long et silencieux. Il a tendu la main et l'a posée délicatement sur la mienne. Vous n'avez pas à me le dire maintenant, mais si vous n'avez nulle part où aller, je peux vous offrir un toit pour cette nuit.
sans rien attendre en retour, juste par humanité. Le chauffeur a démarré. Les lumières de Paris défilaient derrière les vitres. Et moi, Eugénie Rolland, femme abandonnée par son propre fils, j'ai regardé cet homme aveugle et j'ai pensé « Peut-être que Dieu ne m'a pas oublié. » Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. La maison de Monsieur Lavergne se trouvait dans le 8e arrondissement, rue de Courcelles, à 2 pas du parc Monceau. Une de ces demeures silencieuses et majestueuses qu'on ne remarque pas depuis la rue, mais qui cachent des jardins intérieurs et des salons au plafond de 4 mètres. Le chauffeur nous a déposés devant le portail. Monsieur Lavergne connaissait chaque marche, chaque tournée de clé. Il est entré sans hésiter, et je l'ai suivi comme une ombre. À l'intérieur, tout était d'une élégance discrète. Des tapis persans, des bibliothèques en chêne, des lampes en laiton qui diffusaient une lumière dorée. Ça sentait le vieux papier et la cire d'abeille. Un silence de cathédrale régnait dans cette maison. Une femme d'une 50aine d'années est apparue dans le couloir. Elle portait un tablier blanc et nous a regardés avec surprise. « Monsieur Lavergne, vous n'êtes pas seul ?» Il a souri, toujours avec cette douceur dans la voix. « Bonsoir Claudine, voici Madame Rolland. Elle restera quelques jours avec nous. Pourriez-vous préparer la chambre d'amis ?» Claudine m'a dévisagé un instant, puis a hoché la tête. « Bien sûr, monsieur. » Elle est repartie sans un mot. Monsieur Lavergne s'est tourné vers moi. « Claudine est ma gouvernante depuis 20 ans. Elle est discrète. Vous n'avez rien à craindre. » Je ne savais pas quoi dire. J'étais encore sous le choc. Quelques heures plus tôt, j'étais abandonnée sur un banc. Et maintenant, je me tenais dans un hôtel particulier, face à un homme que je ne connaissais pas. « Pourquoi faites-vous cela ?» ai-je finalement demandé. Il a retiré son manteau et l'a accroché avec une précision surprenante. Parce que personne ne devrait pleurer seul sous la pluie. Il a fait quelques pas vers le salon et s'est assis dans un fauteuil en cuir. Il m'a fait signe de m'asseoir aussi. Vous pouvez me raconter si vous voulez. Ou ne rien dire du tout. Les deux me conviennent. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à mes pieds. La photographie de Thomas dépassait légèrement. Je l'ai regardée et j'ai senti ma gorge se serrer. « Mon fils » ai-je commencé. « Mon fils m'a abandonné ce soir. Monsieur Lavergne n'a pas bougé. Il écoutait simplement. Je vivais chez lui depuis 3 ans, depuis que sa femme est entrée dans sa vie. Elle me traitait comme une domestique. Et lui, il la laissait faire. Les mots sortaient maintenant, comme une digue qui cède. J'ai tout donné pour lui. Tout. Mon appartement, mes économies, mon temps, mes forces. Et ce soir, quand j'ai refusé de m'humilier devant ses invités, il m'a jeté dehors. Ma voix s'est brisée. Il m'a dit de revenir quand je serais prête à m'excuser. Le silence est retombé. Monsieur Lavergne a croisé les mains sur ses genoux. « Et vous ne reviendrez pas ?» a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. « Non » ai-je murmuré. « Je ne reviendrai pas. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait mieux que quiconque. « J'ai perdu ma femme il y a 7 ans, a-t-il dit. Cancer du sein. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Depuis, ma famille, mes neveux, mes cousins, attend que je meure pour hériter. Ils viennent me voir tous les dimanches avec des sourires faux et des conseils non sollicités. Ils veulent me convaincre que je suis trop fragile pour vivre seule. Il a eu un sourire amer. Mais je ne suis pas fragile. Je suis aveugle. Ce n'est pas la même chose. J'ai regardé cet homme, ce monsieur Lavergne, et j'ai compris quelque chose. Nous étions 2 naufragés. Lui, prisonnier de son handicap et de la cupidité de sa famille. Moi, prisonnière de mon amour maternel et de la cruauté de mon fils. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » a-t-il dit, « sans condition. Claudine s'occupera de vous. Et si un jour vous décidez de repartir, personne ne vous retiendra. »« Mais pourquoi ?» Il a haussé les épaules. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et vous aussi. » Claudine est revenue à ce moment-là. « La chambre est prête, madame. » Je me suis levée. J'ai remercié monsieur Lavergne d'une voix tremblante. Il m'a simplement fait un signe de tête. La chambre était belle. Un lit à baldaquin, des draps blancs, une fenêtre qui donnait sur un jardin intérieur. J'ai posé mon sac sur une chaise et je me suis assise au bord du lit. J'ai sorti la photographie de Thomas. Ses 3 ans. Ses yeux rieurs, ses petites mains qui me serrèrent le cou. « Où es-tu passé, mon fils ?» ai-je murmuré. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à Thomas, à Mathilde, à cette maison bourgeoise où j'avais vécu comme une servante. Et je pensais à monsieur Lavergne,
cet homme aveugle qui m'avait offert plus de dignité en 1 heure que mon propre fils en 3 ans. Le lendemain matin, quand je suis descendue pour le petit déjeuner, Claudine m'a accueillie avec un sourire. « Monsieur Lavergne vous attend dans la salle à manger. » Il était assis devant une tasse de café, les mains posées sur la table. Quand il m'a entendu entrer, il a levé la tête. « Bonjour, Madame Roland. Avez-vous bien dormi ?»« Oui, ai-je menti. » Il a souri. « Moi non plus. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri aussi. Les premières semaines dans la maison de Monsieur Lavergne ont passé comme un rêve étrange. Un rêve où j'avais enfin le droit de respirer. Chaque matin, je descendais vers 8 heures. Claudine préparait du café, des croissants frais, parfois des œufs brouillés. Monsieur Lavergne était toujours là, assis à la même place, écoutant les informations à la radio. Quand j'entrais, il tournait la tête vers moi et disait simplement « Bonjour, Eugénie ». Il avait commencé à m'appeler par mon prénom au bout de 3 jours. Et moi, timidement, j'avais fini par l'appeler Gabriel. Gabriel Lavergne, 68 ans, ancien diplomate, aveugle depuis un accident de voiture, 15 ans plus tôt, veuf, sans enfant, seul au monde, entouré de neveux rapaces qui attendèrent sa mort comme on attend une promotion. Nous parlions peu au début, juste de choses simples, la météo, les livres, le jardin. Mais peu à peu, les silences entre nous sont devenus confortables, comme si nous n'avions plus besoin de remplir le vide. Un matin, alors que je lisais le journal à voix haute, Gabriel aimait que je lui lise les articles, il m'a interrompu doucement. « Eugénie, vous n'avez pas essayé de contacter votre fils ?» J'ai posé le journal. Mon cœur s'est serré. « Non. Vous ne voulez pas savoir s'il va bien ?» J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était couvert de givre. L'hiver s'installait. « Je sais qu'il va bien, » ai-je murmuré. « Il a une belle maison, une femme, une carrière brillante, il n'a pas besoin de moi. » Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. J'ai tourné la tête vers lui. Ses yeux ne voyaient pas, mais ils semblaient me transpercer. « Vous avez raison, » ai-je admis. « Je ne veux pas savoir. Parce que si je l'appelle, si je lui demande pardon, je redeviens cette femme à genoux. Et je refuse. » Gabriel a hoché la tête. « Bien. » C'était tout. Pas de jugement, pas de conseil, juste un « bien » qui signifiait « je te comprends ». Les jours ont continué. Je m'occupais de petites choses dans la maison. Pas parce qu'on me le demandait, mais parce que j'en avais envie. J'arrosais les plantes, je rangeais les livres, je préparais parfois le thé. Claudine me regardait faire avec une curiosité bienveillante. « Vous savez, » m'a-t-elle dit un après-midi, « Monsieur Lavergne est différent depuis que vous êtes là. » « Comment ça ?» Elle a souri. Il sourit plus. Il parle plus. Avant, il restait des heures dans son bureau, seul, à écouter de la musique. Maintenant, il vous attend. Ces mots m'ont troublée. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas qu'il se sente obligé de me garder. Ce soir-là, après le dîner, je suis allée le trouver dans le salon. Il écoutait du Chopin, assis dans son fauteuil, les yeux fermés. « Gabriel !» Il a ouvert les yeux et a baissé le volume. « Oui, je voulais vous dire merci, pour tout. Mais je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Si vous voulez que je parte, non. » Sa voix était ferme, presque brusque. « Ne partez pas. » Il y a eu un silence, puis il a ajouté, plus doucement, « Vous ne me devez rien, Eugénie, mais je vous demande une chose, restez. Pas pour moi, pour vous, parce que vous avez le droit de vivre dans un endroit où on vous traite avec respect. » J'ai senti les larmes monter. « Et puis, » a-t-il ajouté avec un petit sourire, « j'aime bien quand vous me lisez le journal. Vous avez une belle voix. » Je me suis assise près de lui. Nous sommes restés là, en silence, à écouter Chopin jusqu'à la fin du morceau. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé encore une fois la photographie de Thomas. Mais pour la première fois, je ne l'ai pas serré contre mon cœur. Je l'ai simplement posé sur la table de nuit. Peut-être qu'il est temps de te laisser partir, mon fils. Peut-être que c'est ça, grandir. Accepter que l'amour ne suffit pas toujours. Le lendemain, Gabriel m'a proposé quelque chose d'inattendu. « Eugénie, j'aimerais que vous m'accompagniez chez mon notaire. »« Votre notaire ?»« Oui, j'ai des affaires à régler, et j'aimerais que vous soyez là. » Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Nous sommes partis en voiture. Le notaire, maître Dufour, était un homme sec et méticuleux. Il nous a reçus dans son bureau feutré, rue de Rivoli. Gabriel s'est assis face à lui. Moi, je suis resté légèrement en retrait. « Maître Dufour, » a dit Gabriel d'une voix calme, « je souhaite modifier mon testament. » Le notaire a levé un sourcil. « Modifier ? Vous voulez dire réviser les bénéficiaires ?»
Exactement. Il y a eu un silence pesant. Monsieur Lavergne, vos neveux ne sont pas concernés. Maître Dufour m'a jeté un regard rapide, puis a repris son stylo. Très bien. Quelles sont vos instructions? Gabriel a tourné la tête dans ma direction. Même aveugle, il savait exactement où j'étais. Je souhaite léguer l'intégralité de mes biens, ma maison, mes comptes bancaires, mes investissements, à Madame Eugénie Roland. Mon cœur s'est arrêté. Gabriel, non. Il a levé la main pour me faire taire. Elle est la seule personne qui m'ait traité avec dignité depuis des années. Elle mérite tout. Maître Dufour m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Madame Roland, vous êtes consciente que... Je refuse, ai-je dit immédiatement. Je ne peux pas accepter ça. Gabriel s'est levé. Il a posé sa main sur mon épaule. Eugénie, écoutez-moi. Je n'ai personne. Personne qui m'aime vraiment. Mes neveux attendent ma mort. Vous m'avez redonné envie de vivre. Mais je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas de l'argent, a-t-il dit doucement. C'est de la justice. Vous avez tout donné à votre fils. Il vous a jeté. Moi, je vous donne ce que vous méritez. Un toit, une sécurité, une vie. J'ai pleuré. Là, dans ce bureau de notaire, devant cet homme aveugle qui me connaissait à peine et qui me donnait tout. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je suis sorti du bureau de Maître Dufour dans un état second. Gabriel marchait à côté de moi, sa canne blanche balayant le trottoir avec une régularité presque hypnotique. Le chauffeur nous attendait devant la porte. Nous sommes montés dans la voiture en silence. Ce n'est qu'une fois rentré à la maison, dans le salon, que j'ai osé parler. Gabriel, je ne peux pas accepter. C'est trop. Il s'est assis dans son fauteuil habituel et a posé sa canne contre l'accoudoir. Trop pour qui? Pour vous? Ou pour votre conscience? J'ai détourné le regard. Les deux. Il a soupiré. Eugénie, vous avez vécu 3 ans comme une servante. Vous avez tout donné. Votre appartement, votre argent, votre dignité. Et pourquoi? Pour être jeté sur un banc sous la pluie. C'était mon fils. Et alors? Sa voix s'est durcie. L'amour maternel ne justifie pas l'humiliation. Je me suis assise en face de lui. Mes mains tremblaient. Mais si j'accepte vos biens, les gens vont croire que je vous ai manipulé, que je suis une profiteuse? Il a souri. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous et moi, nous savons la vérité. Votre famille, vos neveux, ils vont vous détester. Ils me détestent déjà. Ils me détestent parce que je refuse de mourir rapidement. Il y a eu un silence. Puis Gabriel a ajouté, d'une voix plus douce, « Écoutez, Eugénie, je ne vous demande rien en échange, ni affection forcée, ni dévouement. Je veux juste que vous restiez ici, que vous viviez normalement, et qu'un jour, quand je ne serai plus là, vous ayez ce que vous méritez. C'est tout. » J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait partir en courant, mais une autre partie, celle qui avait trop souffert, trop donné, murmurait « Accepte, pour une fois dans ta vie, accepte. »« D'accord, » ai-je fini par dire, « mais à une condition. » « Laquelle ? Je reste ici, je m'occupe de vous, pas comme une infirmière, pas comme une domestique, comme une amie. » Gabriel a tendu la main. Je l'ai prise. Marché conclu. Les semaines ont passé. L'hiver s'est installé pour de bon. Paris était blanc, silencieux, presque irréel. Gabriel et moi avions nos rituels. Le matin, je lui lisais le journal. L'après-midi, nous écoutions de la musique ou nous nous promenions dans le jardin. Le soir, nous dînions ensemble et parlions de tout et de rien. Claudine nous observait avec un sourire discret. Un jour, elle m'a dit « Vous savez, madame, je n'avais jamais vu monsieur Lavergne aussi heureux, même avant son accident. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Mais tout a basculé un dimanche de décembre. Ce jour-là, comme tous les dimanches, la famille de Gabriel est venue. Ses neveux. Antoine, l'aîné, un avocat arrogant d'une 40aine d'années, Solène, sa sœur, une femme froide au regard calculateur. Et leur mère, Geneviève, la belle-sœur de Gabriel, une vieille dame acariâtre qui n'avait jamais pardonné à Gabriel d'avoir hérité de la fortune familiale. Ils sont arrivés vers 15 heures, comme d'habitude, avec leur sourire faux et leurs cadeaux inutiles. Gabriel et moi étions dans le salon. Quand Claudine les a introduits, Antoine s'est figé en me voyant. « Qui est cette femme ?» Gabriel s'est levé calmement. « Je vous présente Eugénie Roland. Elle vit ici, désormais. » Le silence était glacial. Solène a échangé un regard avec son frère, puis s'est tournée vers Gabriel. « Elle,
Vit ici? Oui. Geneviève a avancé d'un pas, les yeux plissés. Gabriel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand hébergez-vous des inconnus? Eugénie n'est pas une inconnue. C'est une amie. Antoine a ricané. Une amie? À votre âge? Oncle Gabriel, soyez sérieux. Cette femme a un nom, ai-je dit d'une voix ferme. Et je vous prierai de me parler avec respect. Tous les regards se sont tournés vers moi. Antoine m'a dévisagé avec mépris. Oh, vous êtes qui, exactement? Une infirmière. Une... Ça suffit. La voix de Gabriel était tranchante comme une lame. Eugénie est mon invitée, et si vous n'êtes pas capable de la traiter avec courtoisie, vous pouvez partir. Geneviève a fait un pas en avant, le visage rouge de colère. Gabriel, nous sommes votre famille. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans cette maison. Vous n'avez aucun droit, a répondu Gabriel d'une voix glacée. Cette maison est à moi. Et je décide qui y vit. Solène a posé une main sur le bras de son frère. Antoine, laisse tomber. Pour l'instant. Elle m'a regardé avec un sourire froid, presque menaçant. Nous reparlerons de tout cela, Madame Roland. Ils sont partis peu après. L'atmosphère était lourde, électrique. Une fois seul, Gabriel s'est rassis. Il semblait épuisé. « Je suis désolé, ai-je murmuré. Je n'aurais pas dû rester dans le salon. Ne vous excusez jamais pour avoir existé, Eugénie. Mais je voyais bien qu'il était troublé. Gabriel, ils vont revenir. Ils vont essayer de vous séparer de moi. Il a hoché la tête. Je sais. Alors pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me défendre? Il a levé les yeux vers moi. Même aveugle, son regard était d'une intensité bouleversante. Parce que toute ma vie, j'ai laissé les autres décider pour moi. Mon père m'a dit de devenir diplomate. Ma femme m'a dit où vivre. Mes neveux me disent quand mourir. Mais vous ne me demandez rien. Vous êtes juste là. Et pour la première fois, je me sens libre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Antoine, à Solène, à leur regard calculateur. Je pensais à Gabriel, à cet homme droit et seul qui se battait pour moi. Et je pensais à Thomas, mon fils, celui qui m'avait abandonné. Je me suis demandé s'il pensait encore à moi, s'il se sentait coupable, ou s'il m'avait simplement effacé de sa vie. Je ne le savais pas. Et pour la première fois, je n'étais plus sûre de vouloir le savoir. Les jours qui ont suivi la visite des neveux ont été étranges, tendus, comme si quelque chose d'invisible pesait sur la maison. Gabriel faisait semblant que tout allait bien, mais je le voyais froncer les sourcils quand le téléphone sonnait. Claudine répondait toujours d'une voix neutre « Non, Monsieur Lavergne n'est pas disponible ». Mais il n'abandonnait pas. Un après-midi, alors que je lisais à Gabriel un article sur l'Opéra de Paris, la sonnette a retenti. Claudine est allée ouvrir. Quelques instants plus tard, elle est revenue, l'air embarrassé. « Monsieur Lavergne, c'est votre belle-sœur, Madame Geneviève. Elle insiste pour vous voir. » Gabriel a soupiré. « Faites-la entrer. » Geneviève est entrée dans le salon comme une reine offensée. Elle portait un manteau de fourrure et une expression glaciale. Elle ne m'a même pas regardée. « Gabriel, il faut que nous parlions. » Seul. Gabriel n'a pas bougé. « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Eugénie. » Geneviève a serré les lèvres. « Très bien, puisque vous y tenez. » Elle s'est assise sans qu'on l'y invite, a croisé les jambes et a dit d'une voix tranchante « Nous savons ce que vous avez fait. » Gabriel est resté impassible. « Et qu'ai-je fait? Vous avez modifié votre testament. » Mon cœur s'est arrêté. Comment l'avait-elle appris? Gabriel, lui, n'a pas montré la moindre surprise. C'est mon droit le plus strict. Vous avez déshérité votre propre famille pour une inconnue. Geneviève m'a enfin regardé, avec un mépris à peine dissimulé. Une femme que vous connaissez depuis quelques semaines. 2 mois, a corrigé Gabriel calmement. 2 mois. Geneviève a éclaté d'un rire amer. Et vous lui donnez tout? Gabriel, vous êtes aveugle, pas sénile. Justement, je vois très clair. Il s'est levé, sa canne à la main, et s'est avancé vers elle avec une autorité tranquille. Geneviève, vous et vos enfants ne m'avez jamais aimée. Vous m'avez tolérée parce que j'avais de l'argent. Vous venez ici tous les dimanches, non pas pour me voir, mais pour vous assurer que je suis encore vivant. Et dès que je mourrai, vous vous battrez pour cette maison comme des vautours. C'est faux. Vraiment? Alors dites-moi. Quand avez-vous pris de mes nouvelles en dehors des dimanches obligatoires? Quand avez-vous appelé juste pour savoir comment j'allais? Geneviève a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Gabriel a continué. Eugénie, elle, ne m'a jamais rien demandé.
Elle est entrée dans ma vie par hasard, et elle m'a traité comme un être humain, pas comme un héritage, parce qu'elle est maligne. Geneviève s'est tournée vers moi. Vous l'avez manipulée, n'est-ce pas? Vous avez profité de sa solitude. Je me suis levée, le cœur battant. Je n'ai rien manipulé. Et si j'étais vraiment une manipulatrice, madame, je ne serais pas restée silencieuse pendant que vous l'insultiez. Geneviève m'a fusillé du regard. Vous ne perdez rien pour attendre. Est-ce une menace? A demandé Gabrielle d'une voix dangereusement calme. Geneviève s'est levée, a rajusté son manteau. Non, c'est un avertissement. Elle est partie en claquant la porte. Le silence est retombé. Gabrielle est restée debout un long moment, immobile. Gabrielle, ai-je murmuré. Ils vont tout faire pour nous séparer, a-t-il dit doucement. Ils vont chercher des preuves, interroger les voisins, consulter des avocats. Alors peut-être que je devrais partir? Non. Sa voix était ferme. Non, Eugénie. Si vous partez, il gagne. Et moi, je perds la seule personne qui me traite avec humanité. Il s'est tourné vers moi. Promettez-moi de rester, quoi qu'il arrive. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Je promets. Les jours suivants, j'ai senti la tension monter. Claudine m'a confié que des gens étaient venus poser des questions au marché. Qui est cette femme? Depuis quand est-elle là? Antoine avait même appelé maître Dufour pour contester le testament. Le notaire avait refusé de répondre, protégé par le secret professionnel. Mais le pire est arrivé un mardi matin. J'étais dans le jardin, en train d'arroser les plantes, quand Claudine est venue me chercher, le visage pâle. « Madame Eugénie, il y a quelqu'un pour vous. » Pour moi? Mon sang s'est glacé. Personne ne savait où j'étais. Personne, sauf... Je suis entrée dans le salon. Et là, debout près de la cheminée, se tenait Thomas, mon fils. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus gris. Ses yeux étaient ceux d'un homme fatigué. « Bonjour, maman. » Ma gorge s'est serrée. Je n'arrivais pas à parler. « Tu es venu ici ?» ai-je fini par articuler. « J'ai retrouvé ta trace. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai des contacts. » Il a fait un pas vers moi. « Maman, il faut que tu rentres. »« Rentrer ? » ?»« À la maison, avec moi. » J'ai secoué la tête. « Je n'ai plus de maison chez toi, Thomas. Tu m'as abandonné. »« Je sais. » Sa voix s'est brisée. « Et je le regrette. Mathilde, elle a changé. Ou peut-être que c'est moi qui ai changé. Mais je veux que tu reviennes. S'il te plaît. » J'ai regardé cet homme, mon fils que j'avais porté, aimé, élevé, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. « Thomas, tu ne viens pas me chercher parce que tu m'aimes. Tu viens parce que tu as entendu parler de Gabrielle, de son argent. » Il a pâli. « Non, maman, ce n'est pas... Ne me mens pas. » Ma voix était calme, mais ferme. « Tu as su que je vivais chez un homme riche, et maintenant, tu veux me ramener. Non pas pour moi, mais pour toi. Maman, je t'en prie, sors. » Il a ouvert de grands yeux. « Quoi? Sors de cette maison, maintenant. » Des larmes ont coulé sur ses joues. « Maman, je suis ton fils. Et j'étais ta mère, celle que tu as jetée sous la pluie. » Je me suis approchée de lui. « Va-t'en, Thomas, et ne reviens pas. » Il est parti sans un mot. Ses épaules tremblaient. Quand la porte s'est refermée, je me suis effondrée sur le canapé. Claudine est venue me prendre dans ses bras. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pas de tristesse, de libération. J'ai pleuré longtemps ce jour-là. Pas seulement pour Thomas, pas seulement pour ces 40 années d'amour maternel qui venèrent de s'écrouler, mais pour moi, pour cette femme que j'avais été. Celle qui avait tout donné sans jamais rien demander en retour. Claudine est restée près de moi, silencieuse, une main posée sur mon épaule. Elle ne disait rien. Elle était juste là. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Quand Gabriel est rentré de sa promenade quotidienne avec le chauffeur, il a su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il a traversé le salon en quelques pas précis, s'est assis à côté de moi et a simplement dit « Racontez-moi ». Alors je lui ai tout raconté. La visite de Thomas, ses larmes, ses supplications et ma décision de le renvoyer. Gabriel a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a posé sa main sur la mienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais c'est mon fils, Gabriel. » Et alors? Sa voix était douce, mais ferme. « Être son fils ne lui donne pas le droit de vous détruire. L'amour maternel n'est pas une prison, Eugénie. Vous avez le droit de vous protéger. » J'ai serré sa main. J'ai l'impression d'avoir arraché une partie de moi. C'est normal. Mais cette partie était malade, gangrénée. Et parfois, il faut amputer pour survivre. Il a marqué une pause, puis a ajouté «
Et maintenant, vous allez guérir, lentement, mais vous allez guérir. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, comme si mon corps avait enfin compris qu'il pouvait se reposer. Les jours ont passé. Noël approchait. Paris se couvrait de lumière dorée et Gabriel m'a proposé d'aller voir les vitrines des grands magasins. Nous avons marché le long des boulevards, lui tenant mon bras, moi décrivant tout ce que je voyais. Les Galeries Lafayette ont installé un sapin géant sous la coupole. Il doit faire 15 mètres de haut. Il y a des boules dorées, des rubans rouges. Et les gens ? A demandé Gabriel. Il sourit. J'ai regardé autour de moi. Des familles, des couples, des enfants qui couraient en riant. Oui ? Il sourit. Gabriel a hoché la tête. Bien, c'est important de sourire à Noël, même quand on a mal. Nous nous sommes arrêtés devant une pâtisserie. L'odeur de chocolat chaud et de pain d'épices flottait dans l'air. « Entrons », a dit Gabriel. Nous nous sommes installés près de la fenêtre. Gabriel a commandé 2 chocolats chauds et des macarons. Quand la serveuse a posé les tasses devant nous, il a levé la sienne. « À quoi trinquons-nous » ai-je demandé. « À la liberté ». J'ai souri. « À la liberté ». Nous avons bu en silence, regardant, enfin, moi regardant, lui écoutant. Les passants défilaient dans la rue. « Eugénie ? Oui ? Je vais mourir un jour. J'ai failli recracher mon chocolat. Gabriel, ne dites pas ça. C'est la vérité. J'ai 68 ans. Je suis aveugle. J'ai une santé fragile. Et un jour, je mourrai. Pourquoi parlez-vous de ça maintenant ? Il a posé sa tasse. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Quand ce jour viendra, vous ne devrez rien à personne, ni à ma famille, ni à votre fils, ni à moi. Gabriel, écoutez-moi. Sa voix était grave. Cette maison, cet argent, tout ce que je vous lègue, ce n'est pas une dette, c'est un cadeau. Et un cadeau ne se rembourse pas. Vous vivrez votre vie. Vous voyagerez. Vous aimerez peut-être. Vous ferez tout ce que vous n'avez jamais pu faire. Des larmes ont coulé sur mes joues. Mais je ne veux pas que vous mouriez. Il a souri. Personne ne veut. Mais c'est la vie. Il a tendu la main vers moi. Je l'ai prise. Promettez-moi quelque chose, Eugénie. Quoi ? Promettez-moi que vous serez heureuse, même après moi, surtout après moi. J'ai serré sa main. Je promets. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, dans un silence paisible. Mais en arrivant, Claudine nous attendait dans l'entrée, le visage pâle. « Monsieur Lavergne, il y a quelqu'un. » Gabriel a froncé les sourcils. « Qui ? » ?»« Un avocat. Maître Bertrand. Il dit qu'il représente votre famille. » Mon sang s'est glacé. L'avocat était un homme sec, aux lunettes fines, au costume impeccable. Il était assis dans le salon, un attaché-case sur les genoux. Quand nous sommes entrés, il s'est levé. « Monsieur Lavergne, madame. » Gabriel ne lui a pas tendu la main. « Que voulez-vous ? Je viens de la part de madame Geneviève Lavergne et de ses enfants. Ils m'ont mandaté pour discuter de votre situation. »« Ma situation ? Votre testament, monsieur. Et... » Il m'a regardé. Les circonstances dans lesquelles il a été modifié. Gabriel s'est raidi. Mon testament ne regarde que moi. Pas tout à fait. Maître Bertrand a ouvert son attaché-case et en a sorti plusieurs documents. Voyez-vous, votre famille s'inquiète. Ils pensent que vous avez été influencé. Influencé ? Par madame Roland. J'ai senti mes mains trembler. Je n'ai influencé personne. Maître Bertrand m'a adressé un sourire froid. Peut-être pas consciemment. Mais vous devez comprendre que monsieur Lavergne est une personne vulnérable, aveugle, isolée. Et vous êtes apparu dans sa vie à un moment de grande solitude. Sortez. La voix de Gabriel était glaciale. Monsieur Lavergne, sortez de ma maison, immédiatement. Maître Bertrand n'a pas bougé. Je comprends votre réaction. Mais je dois vous informer que si vous persistez dans cette voie, votre famille n'hésitera pas à engager une procédure judiciaire. Une procédure ? Pour incapacité mentale. Le silence est tombé comme une pierre. Gabriel s'est approché de l'avocat, lentement, sa canne frappant le sol. « Vous osez venir chez moi, dans ma maison, et me traiter d'incapable ? Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur. C'est ce que votre famille est prête à faire valoir devant un juge. » Gabriel a serré sa canne si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Dites à ma famille qu'ils peuvent essayer. Mais je suis diplomate de carrière. J'ai négocié des traités internationaux. J'ai dirigé des ambassades. Et ils pensent qu'un juge me déclarera incapable parce que je suis aveugle ? » Maître Bertrand a rangé ses documents. « Nous verrons, monsieur. » Il s'est levé, a remis son manteau et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir,
Il s'est retourné vers moi. Madame Roland, je vous conseille de réfléchir. Si cette affaire va en justice, votre passé sera examiné. Votre fils sera interrogé. Tout sera exposé. Êtes-vous prête à cela? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Il a haussé les épaules et est parti. Une fois seul, Gabriel s'est effondré dans son fauteuil. Il tremblait. Gabriel, ils sont sérieux. Ils vont vraiment essayer de me faire passer pour fou. Je me suis agenouillée devant lui. Alors nous nous battrons. Eugénie, vous ne comprenez pas. S'il gagne, je perds tout. Ma liberté, mes droits, ma maison. Tout sera mis sous tutelle. Et vous, vous serez expulsés. Ils ne gagneront pas. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai pris ses mains dans les miennes. Parce que vous n'êtes pas fou. Vous êtes l'homme le plus lucide que j'ai jamais rencontré. Et aucun juge ne pourra dire le contraire. Gabriel a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. J'ai peur, Eugénie. Je sais. Moi aussi. Mais je ne les laisserai pas gagner. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout. À Thomas, à Mathilde, à Gabriel, à cette famille qui voulait nous détruire. Et j'ai compris quelque chose. La vie est un combat. Pas un combat violent, pas un combat de vengeance. Mais un combat pour rester debout, pour garder sa dignité, pour refuser de se laisser écraser. Et moi, Eugénie Roland, femme de 65 ans, abandonnée par son fils, attaquée par des étrangers, j'avais décidé de me battre. Pas pour l'argent, pas pour la maison, mais pour Gabriel et pour moi. Le lendemain matin, Gabriel a appelé Maître Dufour, son notaire. Je veux un examen médical complet, neurologique, psychiatrique, tout. Je veux prouver que je suis sain d'esprit. Maître Dufour a organisé les rendez-vous. Gabriel a passé des tests, des examens, des entretiens avec des psychiatres, et à chaque fois, il répondait avec calme, précision, intelligence. Le psychiatre a conclu « Monsieur Lavergne est parfaitement lucide. Aucun signe de démence, de confusion ou d'altération du jugement. » Le neurologue a confirmé « Les capacités cognitives de Monsieur Lavergne sont excellentes pour son âge. » Maître Dufour a rassemblé tous les rapports et nous a convoqués dans son bureau. « Monsieur Lavergne, avec ces documents, aucun juge ne pourra vous déclarer incapable. Votre famille n'a aucune chance. » Gabriel a souri. « Bien. » Mais Maître Dufour a ajouté, plus sombre, « Cependant, ils peuvent encore vous attaquer sur un autre angle. » Lequel? Il m'a regardé. L'abus de faiblesse. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Ils peuvent prétendre que Madame Roland a profité de votre solitude pour vous manipuler. C'est plus difficile à prouver, mais... C'est faux, ai-je crié. Je sais, a dit Maître Dufour calmement. Mais en justice, ce n'est pas toujours la vérité qui gagne. C'est celui qui raconte la meilleure histoire. Gabriel s'est levé. Alors, nous raconterons la nôtre. Il s'est tourné vers moi. Eugénie, vous devez être prête. Ils vont fouiller votre passé, interroger Thomas, inventer des mensonges. Je suis prête. Il a hoché la tête. Alors allons-y. Et c'est ainsi que la guerre a commencé. Pas avec des armes, pas avec de la violence, mais avec des mots, des documents, des avocats, une guerre silencieuse, mais une guerre quand même. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la peur, pas à cause du stress, mais à cause de l'humiliation. Car c'est exactement ce que voulait la famille de Gabriel. M'humilier, me briser, me faire partir. Ils ont commencé par les petites choses, des rumeurs, des regards dans le quartier, des murmures quand je passais devant la boulangerie ou le fleuriste. C'est elle, celle qui manipule le vieux Lavergne. Paraît qu'elle s'est installée chez lui pour l'argent. Une profiteuse, oui, comme toutes ces femmes qui s'attaquent aux hommes seuls. Au début, j'ai essayé de les ignorer, mais c'est difficile d'ignorer le mépris quand il vous suit partout. Un matin, alors que je faisais les courses, une femme m'a bousculé volontairement dans la rue. « Vous devriez avoir honte », a-t-elle sifflé entre ses dents. Je me suis retournée. « Pardon ? Profiter d'un homme aveugle, c'est répugnant. » J'ai senti mes joues brûler. Des passants se sont arrêtés. Ils nous regardaient. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes une arriviste, et tout le quartier le sait aussi. » Elle est partie en me lançant un dernier regard de dégoût. Je suis rentrée à la maison, les mains tremblantes. Gabriel était dans son bureau, en train d'écouter un livre audio. Quand il m'a entendu entrer, il a mis en pause. « Eugénie, ça va ?» Je me suis effondrée sur le canapé. Ils ont réussi, Gabriel. Ils ont réussi à me salir. Tout le quartier me déteste. Gabriel s'est levé, a traversé la pièce et s'est assis à côté de moi. « Eugénie, écoutez-moi.
Ce qu'ils pensent n'a aucune importance. Mais j'ai honte. Vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être coupable? Il a pris ma main. Parce que c'est ce qu'ils veulent, vous faire douter, vous faire croire que vous êtes mauvaise. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste, humaine. J'ai essuyé mes larmes. Et si je partais? Si je vous laissais tranquille? Peut-être que tout s'arrangerait. Non. Sa voix était ferme. Vous ne partez pas. Parce que si vous partez, il gagne. Et moi, je perds. Il a serré ma main plus fort. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Et je ne vous laisserai pas partir. 2 jours plus tard, nous avons reçu une convocation, une audience au tribunal. Antoine et Solène avaient officiellement déposé une plainte pour abus de faiblesse. Maître Dufour nous a convoqués dans son bureau pour préparer notre défense. Ils vont essayer de prouver 3 choses, a-t-il expliqué. Premièrement, que M. Lavergne était en état de vulnérabilité. Deuxièmement, que Mme Roland a profité de cette vulnérabilité. Troisièmement, que le testament a été modifié sous influence. Mais nous avons les examens médicaux, ai-je dit. Oui, mais ils vont attaquer sur un autre angle, l'isolement, la solitude. Ils diront que vous étiez la seule personne présente dans sa vie et que vous avez créé une dépendance émotionnelle. Gabriel a froncé les sourcils. Une dépendance émotionnelle? C'est un argument classique dans ce genre d'affaires. Ils diront que vous aviez besoin d'affection, que Mme Roland vous l'a donné et qu'en échange, vous avez modifié votre testament. J'ai senti la panique monter. Mais ce n'est pas vrai. Je sais, mais il faudra le prouver. Maître Dufour a ouvert un dossier. Ils vont aussi interroger votre fils, Mme Roland, Thomas Roland. Ils vont lui demander pourquoi vous viviez chez lui, pourquoi vous l'avez quitté. Et il a marqué une pause. Ils vont essayer de prouver que vous avez un historique de dépendance financière. Mon cœur s'est serré. Un historique. Vous avez vendu votre appartement pour aider votre fils. Vous avez vécu chez lui pendant 3 ans sans payer de loyer. Ils vont présenter cela comme un schéma répétitif, une femme qui cherche des hommes pour la prendre en charge. Mais c'est mon fils. Je sais, mais devant un juge, tout peut être réinterprété. Gabriel s'est levé, furieux. C'est grotesque. C'est la justice, monsieur. Maître Dufour nous a regardés tous les deux. Écoutez, si vous voulez gagner, il faut que votre histoire soit irréprochable. Il faut montrer que votre relation est basée sur le respect mutuel, pas sur l'intérêt. Et comment fait-on ça? Ai-je demandé. En racontant la vérité, toute la vérité. Les jours précédant l'audience, j'ai à peine dormi. Je répétais mentalement ce que j'allais dire. Je revoyais chaque moment passé avec Gabriel, chaque conversation, chaque silence. Et je me demandais, est-ce que j'ai vraiment été désintéressée? Ou est-ce que, quelque part, j'espérais quelque chose? Je ne savais plus. Gabriel, lui, était étrangement calme. Un soir, alors que nous dînions en silence, il a posé sa fourchette et a dit « Eugénie, quelle que soit l'issue de ce procès, je veux que vous sachiez quelque chose. »« Quoi ? Vous m'avez sauvé la vie. » J'ai secoué la tête. « Gabriel. Non, écoutez-moi. Avant vous, j'attendais la mort. Je vivais seule, aveugle, entourée de gens qui me haïssaient. Et puis vous êtes arrivé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu une raison de me réveiller le matin. » Des larmes ont roulé sur ses joues. « Alors quoi qu'il arrive, merci. » J'ai pris sa main. C'est moi qui devrais vous remercier. Le jour de l'audience est arrivé. Un lundi matin de février, froid et gris. Nous sommes partis tôt, Gabriel, Maître Dufour et moi, dans la voiture du chauffeur. Le palais de justice était immense, froid, intimidant. Des colonnes en marbre, des escaliers interminables, des portes massives qui claquaient comme des coups de fouet. Nous avons attendu dans un couloir. Gabriel était assis, immobile, les mains croisées sur sa canne. Moi, je tremblais. Puis ils sont arrivés. Antoine, Solène, Geneviève et leur avocat, Maître Bertrand. Geneviève m'a regardé avec un sourire glacial. « Bonjour, Madame Roland. Prête à dire la vérité ?» Je n'ai pas répondu. Un huissier a ouvert la porte. L'affaire Lavergne contre Roland. La cour est prête. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. C'était une pièce austère, avec des bancs en bois, une grande table pour les juges et des néons blancs qui éclairaient tout d'une lumière crue. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère mais juste. Elle s'appelait Madame Lemoine. Elle a frappé son marteau. Audience ouverte, affaire numéro 2024-7832. Plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame Geneviève Lavergne et ses enfants contre Madame Eugénie Roland. Maître Bertrand, vous pouvez commencer.
Maître Bertrand s'est levé. Madame la juge, messieurs les jurés, nous sommes ici pour protéger un homme vulnérable. Monsieur Gabriel Lavergne, 68 ans, aveugle, veuf, sans enfant. Un homme isolé, fragile et manipulé par une femme sans scrupules. Il m'a pointé du doigt. Madame Eugénie Roland est entrée dans la vie de Monsieur Lavergne il y a 4 mois. En quelques semaines, elle a réussi à se faire héberger chez lui, à gagner sa confiance et à le convaincre de modifier son testament en sa faveur. Il a fait une pause dramatique. Et ce n'est pas la première fois. Il a sorti un document. Madame Roland a un historique de dépendance financière. Elle a vécu 3 ans chez son fils, sans travailler, sans payer de loyer. Elle a vendu son appartement pour l'aider financièrement. Et quand son fils a voulu reprendre le contrôle de sa vie, elle est partie. Objection. Maître Dufour s'est levé. Ces informations sont sorties de leur contexte. Madame Lemoine a levé la main. Objection retenue. Maître Bertrand, restez factuel. Maître Bertrand a hoché la tête et a continué. Très bien. Alors, restons factuels. Madame Roland rencontre Monsieur Lavergne un soir, par hasard. Quelques jours plus tard, elle vit chez lui. 2 mois plus tard, le testament est modifié. N'est-ce pas étrange? Madame Lemoine s'est tournée vers nous. Maître Dufour s'est levé. Madame la juge, nous allons prouver que Monsieur Lavergne était parfaitement lucide lors de la modification de son testament. Nous avons des examens médicaux, des témoignages et surtout, la vérité. Il a regardé Gabriel. Monsieur Lavergne, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez modifié votre testament? Gabriel s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. Il a tourné son visage vers le juge, même s'il ne la voyait pas. Madame la juge, je vais être très claire. J'ai modifié mon testament parce que je le voulais. Pas parce qu'on m'y a forcé, pas parce qu'on m'a manipulé, mais parce que c'était juste. Il a marqué une pause. Ma famille. Il a désigné Geneviève et ses enfants. Ne m'a jamais aimé. Ils me visitent de par obligation. Ils attendent ma mort comme on attend un héritage. Et quand j'ai rencontré Eugénie, sa voix s'est adoucie. J'ai rencontré quelqu'un qui me traitait comme un être humain, pas comme un portefeuille. Geneviève s'est levée, furieuse. « C'est faux, nous vous aimons !» Madame Lemoine a frappé son marteau. « Madame, asseyez-vous !» Gabriel a continué. « Eugénie ne m'a jamais rien demandé. Elle est entrée dans ma vie par hasard. Et elle y est restée par choix. Mon choix. Et le sien. » Maître Bertrand s'est levé. « Monsieur Lavergne, vous êtes aveugle. Vous vivez seul. N'est-il pas possible que vous ayez confondu de la gentillesse avec de l'amour ?» Gabriel a souri. « Maître, je suis aveugle. Pas stupide. » Des rires ont parcouru la salle. Madame Lemoine a frappé son marteau. « Silence. » Elle s'est tournée vers moi. « Madame Roland, à votre tour, expliquez-nous. Pourquoi avez-vous accepté de vivre chez Monsieur Lavergne ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, parce que je n'avais nulle part où aller. Ma voix était faible. J'ai respiré profondément et j'ai continué. Mon fils m'a abandonnée. Il m'a déposée sur un banc, sous la pluie, parce que j'avais refusé de m'humilier devant sa femme. J'ai regardé le juge. Gabriel m'a sauvée ce soir-là. Pas pour l'argent, pas pour l'intérêt, mais parce qu'il est un homme bon. Maître Bertrand s'est levé. Madame Roland, votre fils est ici aujourd'hui. Il a accepté de témoigner. Mon sang s'est glacé. Thomas, la porte s'est ouverte, et Thomas est entré. Il portait un costume sombre. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Mais ses yeux fuyaient les miens. Madame Lemoine lui a fait signe de s'asseoir. « Monsieur Roland, vous êtes le fils de Madame Eugénie Roland. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances de son départ de chez vous ?» Thomas a regardé ses mains. « Ma mère vivait chez moi depuis 3 ans. Elle nous aidait avec la maison. Mais il a marqué une pause. Elle est partie après une dispute avec ma femme. » Une dispute? Maître Bertrand s'est levé. Ou un conflit de personnalité? Les deux. Monsieur Roland, votre mère a-t-elle déjà manifesté des comportements de dépendance financière? Thomas a hésité. Et elle a vendu son appartement pour m'aider. Vous a-t-elle demandé de l'argent après son départ? Non. L'avez-vous revue depuis? Thomas m'a enfin regardé. Oui, une fois. Et que s'est-il passé? Thomas a baissé les yeux. Elle m'a renvoyé. Un silence est tombé. Maître Dufour s'est levé. « Monsieur Roland, pourquoi êtes-vous allé voir votre mère ?» Thomas a serré les poings. « Parce qu'elle me manquait. » « Vraiment ?» Thomas a levé les yeux. Des larmes brillaient. « Oui,
Maître Dufour a fait quelques pas. Ou parce que vous aviez appris qu'elle vivait chez un homme riche? Thomas a pâli. Non, ce n'est pas... Monsieur Roland, soyez honnête. Vous avez abandonné votre mère. Et quand vous avez su qu'elle était chez Monsieur Lavergne, vous avez voulu la récupérer. Non pas par amour, mais par intérêt. Thomas a éclaté en sanglots. Je regrette, maman. Je regrette tellement. Je me suis levée. Madame la juge, puis-je parler? Madame Lemoine a hoché la tête. Je me suis tournée vers Thomas. Thomas, tu as fait ton choix. Et moi, j'ai fait le mien. Ma voix était calme, ferme. Je t'ai tout donné, et tu m'as jeté. Maintenant, je vis ma vie, sans toi. Thomas a pleuré, la tête dans ses mains. Madame Lemoine a frappé son marteau. Audience suspendue, délibération dans 1 heure. Nous sommes sortis de la salle. Gabriel m'a pris la main. Vous avez été parfaite. Mais moi, je tremblais encore. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? L'heure d'attente a été la plus longue de ma vie. Nous sommes restés dans le couloir, Gabriel et moi, assis sur un banc en bois inconfortable. Maître Dufour faisait les 100 pas, téléphone à la main, murmurant des instructions à son assistante. De l'autre côté du couloir, la famille de Gabriel nous lançait des regards noirs. Antoine fumait nerveusement près d'une fenêtre. Solène pianotait sur son téléphone. Geneviève, elle, me fixait avec une haine pure, presque palpable. Et Thomas était assis seul, à l'écart, le visage dans les mains. Gabriel a posé sa main sur la mienne. « Ne regardez pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Eugénie, quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous devez vous rappeler une chose. Vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être jugée pour avoir existé ?» Il a serré ma main. « Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'être heureuse. Mais vous l'avez. » Un huissier est apparu. La cour est prête. Nous sommes retournés dans la salle d'audience. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Madame Lemoine est entrée, son visage impénétrable. Elle s'est assise, a regardé les documents devant elle, puis a levé les yeux vers nous. Avant de rendre mon verdict, je souhaite entendre une dernière personne. Elle a fait signe à l'huissier. Faites entrer Madame Claudine Mercier. Claudine? La gouvernante de Gabriel? Claudine est entrée, l'air intimidé mais digne. Elle portait une robe simple et tenait son sac à main contre sa poitrine. Madame Lemoine lui a fait signe de s'asseoir. Madame Mercier, vous travaillez pour Monsieur Lavergne depuis combien de temps? 22 ans, Madame la juge. Vous le connaissez donc bien. Très bien. Parlez-nous de Madame Roland. Comment est-elle arrivée dans la maison? Claudine m'a regardé avec un petit sourire. Monsieur Lavergne l'a ramenée un soir de novembre. Il m'a dit qu'elle resterait quelques jours. J'ai préparé la chambre d'amis. Et ensuite, elle est restée. A-t-elle changé quelque chose dans la maison? Claudine a hoché la tête. Oui, tout. Un murmure a parcouru la salle. Expliquez-vous. Claudine a pris une grande inspiration. Avant Madame Roland, Monsieur Lavergne était éteint. Il vivait comme un fantôme. Il mangeait seul, écoutait de la musique seul, dormait seul. Il ne sortait presque jamais. Il attendait, simplement. Sa voix s'est adoucie. Et puis elle est arrivée. Et pour la première fois depuis des années, Monsieur Lavergne a ri. Il a parlé. Il a vécu. Madame Mercier, avez-vous déjà vu Madame Roland demander de l'argent à Monsieur Lavergne? Jamais. Lui demander quoi que ce soit? Jamais. Au contraire. Au contraire? Claudine a souri. Elle refusait tout. Quand Monsieur Lavergne voulait lui acheter des vêtements, elle disait non. Quand il voulait l'emmener au restaurant, elle proposait de cuisiner. Elle ne prenait rien. Elle donnait. Maître Bertrand s'est levé. Madame Mercier, n'êtes-vous pas loyale envers votre employeur? N'avez-vous pas intérêt à le défendre? Claudine l'a regardé droit dans les yeux. Monsieur, je travaille pour Monsieur Lavergne depuis 22 ans. J'ai vu beaucoup de gens entrer dans cette maison. Des avocats, des banquiers, des membres de sa famille. Et jamais, jamais, personne ne l'a traité avec autant de respect que Madame Roland. Le silence est retombé. Madame Lemoine a remercié Claudine, qui est repartie. Puis la juge a regardé les documents une dernière fois. J'ai pris ma décision. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Gabriel Lavergne est un homme lucide, intelligent et parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Les examens médicaux le prouvent. Son témoignage le confirme. Elle s'est tournée vers Antoine et Solène. Quant aux accusations d'abus de faiblesse, elle a fait une pause. Je ne vois aucune preuve, aucune manipulation, aucune pression. Je vois un homme qui a fait un choix libre et éclairé.
et une femme qui a accepté, non pas par cupidité, mais par humanité. Geneviève s'est levée. C'est scandaleux. Madame Lemoine a frappé son marteau. Madame, asseyez-vous. Elle s'est tournée vers nous. Le testament de Monsieur Lavergne reste valide. La plainte est rejetée. J'ai senti mes jambes se dérober. Gabriel a serré ma main si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les doigts. Madame Lemoine a continué. Cependant, je souhaite ajouter quelque chose. Elle a regardé la famille de Gabriel. Madame Lavergne, Monsieur Antoine, Mademoiselle Solène, vous avez traîné votre oncle en justice non pas pour le protéger, mais pour protéger votre héritage. Vous n'avez montré aucun amour, aucune compassion, seulement de la cupidité. Antoine a pâli. Et vous, Madame Roland? Elle m'a regardé. Vous avez fait quelque chose de rare. Vous avez donné sans rien attendre en retour. Et pour cela, vous avez mon respect. Elle a frappé son marteau une dernière fois. L'audience est levée. Nous sommes sortis de la salle dans un état second. Gabriel tremblait. Maître Dufour souriait. Claudine, qui nous attendait dans le couloir, m'a prise dans ses bras. Je savais que vous gagneriez. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Le chauffeur conduisait lentement, comme s'il comprenait que nous avions besoin de temps. Une fois à la maison, Gabriel s'est effondré dans son fauteuil. Il a posé sa canne et a fermé les yeux. « Oh, c'est fini. »« Oui. »« Nous avons gagné. »« Oui. » Il a ouvert les yeux. « Alors pourquoi avez-vous l'air si triste ?» J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était couvert de neige. Tout était blanc, silencieux, comme suspendu, parce que j'ai vu mon fils pleurer aujourd'hui. Et je n'ai rien ressenti. Gabriel a hoché la tête. C'est normal. C'est ça qui me fait peur. Que ce soit normal. Il s'est levé et s'est approché de moi. Eugénie, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous vous êtes protégée. Vous avez refusé d'être victime. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Mais c'est mon fils. Et alors? Sa voix était douce, mais ferme. Être votre fils ne lui donne pas le droit de vous détruire. J'ai fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Je ne sais plus qui je suis, Gabriel. Avant, j'étais une mère. Maintenant, je ne suis plus rien. Vous vous trompez. Il a pris mes mains. Maintenant, vous êtes Eugénie. Juste Eugénie. Pas une mère, pas une servante, pas une victime. Juste vous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans ma chambre, assise près de la fenêtre, à regarder la neige tomber. Et j'ai pensé à ma vie, à toutes ces années où j'avais vécu pour les autres. Pour mon mari, jusqu'à ce qu'il meure. Pour Thomas, jusqu'à ce qu'il me chasse. Et maintenant, j'allais vivre pour moi. Le lendemain matin, Claudine m'a réveillée avec une tasse de café. « Monsieur Lavergne vous demande dans le salon. » Je suis descendue. Gabriel était assis, un sourire aux lèvres. « Bonjour, Eugénie. »« Bonjour. J'ai quelque chose pour vous. » Il a sorti une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un document notarié. Acte de donation. Maison rue de Courcelles. Donatrice, Gabriel Lavergne. Bénéficiaire, Eugénie Roland. J'ai levé les yeux vers lui sous le choc. Gabriel, non. Si. Mais, le testament. Le testament, c'est pour après ma mort. Mais ça, il a tapoté l'enveloppe. C'est maintenant. Je ne comprends pas. Il a souri. Je vous donne la maison, Eugénie. Maintenant. Pas dans 10 ans. Pas après ma mort. Maintenant. Mais pourquoi? Parce que je veux que vous sachiez que vous êtes chez vous, que personne ne pourra jamais vous en chasser. J'ai éclaté en sanglots. Gabriel, je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous devez. Il s'est levé et s'est approché de moi. Eugénie, vous m'avez sauvée. Maintenant, laissez-moi vous sauver aussi. J'ai serré le document contre mon cœur. Merci. De rien. Les semaines ont passé. L'hiver a cédé la place au printemps. Paris s'est couvert de fleurs, et moi, Eugénie Roland, j'ai commencé à vivre. Gabriel et moi avons continué nos rituels. Le matin, le journal. L'après-midi, la musique. Le soir, les promenades dans le jardin. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus une invitée. J'étais chez moi. Un jour, alors que nous déjeunions ensemble, Gabriel m'a dit « Eugénie, j'ai quelque chose à vous demander. »« Quoi? Pourriez-vous m'accompagner à un concert ce soir ?»« Berlioz, salle Pleyel. » J'ai souri. « Avec plaisir. » Nous sommes allés au concert. Gabriel écoutait, les yeux fermés, un sourire paisible sur le visage. Et moi, je le regardais, cet homme aveugle qui voyait plus clair que quiconque. À la fin du concert,
Alors que nous sortions, Gabriel s'est arrêté. Eugénie. Oui, je voulais vous dire merci. Pour tout. Pour être resté. Pour avoir cru en moi. Pour être vous. J'ai pris son bras. C'est moi qui devrais vous remercier. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là sous un ciel étoilé. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Un matin d'avril, Claudine m'a réveillée, paniquée. « Madame, madame, monsieur Lavergne !» Je me suis levée d'un bond. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il est tombé, dans l'escalier. Mon sang s'est glacé. J'ai couru jusqu'au salon. Gabriel était allongé sur le sol, le visage pâle. Le médecin était déjà là, appelé par Claudine. « Gabriel !» Il a ouvert les yeux. « Eugénie, ne parlez pas, le médecin est là. » Le médecin a examiné Gabriel, puis s'est tourné vers moi, le visage grave. « Il faut l'emmener à l'hôpital. » Tout de suite. L'ambulance est arrivée. Ils ont mis Gabriel sur une civière. Je suis montée avec lui. Dans l'ambulance, Gabriel a pris ma main. « Eugénie, si je meurs, vous ne mourrez pas. Écoutez-moi. Si je meurs, ne pleurez pas. Vivez, voyagez, aimez, faites tout ce que vous n'avez jamais pu faire. Gabriel, arrêtez. Promettez-le-moi. » J'ai serré sa main. « Je promets. » À l'hôpital, les médecins l'ont emmené en urgence. J'ai attendu dans le couloir, seule, tremblante. Claudine est arrivée 1 heure plus tard. Elle s'est assise à côté de moi. « Il va s'en sortir. » « Comment le savez-vous ?»« Parce qu'il est fort, et parce qu'il a une raison de vivre. » Elle m'a regardée. « Vous. » Les heures ont passé. Puis un médecin est sorti. « Madame Roland ?»« Oui. Monsieur Lavergne a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Nous avons stabilisé son état, mais... » Mon cœur s'est serré. « Mais il va survivre, mais il y aura des séquelles. » Quel genre de séquelles? Le médecin a baissé les yeux. Il ne pourra plus marcher. Le monde s'est effondré autour de moi. Vous voulez dire, Monsieur Lavergne sera en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. J'ai fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Gabriel, mon Gabriel, aveugle, et maintenant paralysé. Le médecin a posé une main sur mon épaule. Je suis désolée. Mais moi, je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de détermination, parce que Gabriel m'avait sauvée. Et maintenant, c'était mon tour de le sauver. Gabriel est resté à l'hôpital pendant 3 semaines. 3 semaines où je n'ai pas quitté son chevet. Je dormais sur une chaise inconfortable, je mangeais des sandwichs de la cafétéria, je me lavais dans les toilettes du couloir. Les médecins me disaient de rentrer chez moi, de me reposer. Mais je refusais. Il m'a sauvée quand j'étais seule sous la pluie, leur disais-je. Maintenant, c'est mon tour. Gabriel, lui, essayait de sourire malgré la douleur. Eugénie, vous n'êtes pas obligée de rester. Je sais. Alors pourquoi restez-vous? Parce que c'est là que je veux être. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne peux plus marcher, Eugénie. Je suis aveugle et paralysée. Je ne suis plus qu'un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous dites ça maintenant. Mais dans 6 mois, dans 1 an, vous en aurez assez. Je me suis penchée vers lui et j'ai pris sa main. Gabriel Lavergne, écoutez-moi bien. Vous m'avez donné une maison quand je n'avais rien. Vous m'avez défendu quand tout le monde me méprisait. Vous m'avez appris à vivre pour moi. Et maintenant, vous pensez que je vais vous abandonner parce que vous êtes en fauteuil roulant? J'ai essuyé mes larmes. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Il a serré ma main. Qu'ai-je fait pour mériter quelqu'un comme vous? Vous avez été humain. C'est tout. Les jours ont passé. Gabriel a commencé sa rééducation. C'était long, difficile, douloureux. Mais il ne se plaignait jamais. Un après-midi, alors qu'il était en séance de kinésithérapie, j'ai reçu un appel de Maître Dufour. « Madame Roland, il faut que je vous parle. Pouvez-vous passer à mon bureau? C'est urgent? Assez, oui. » Je suis partie, le cœur lourd. Qu'est-ce qui pouvait encore arriver? Dans son bureau, Maître Dufour m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, de Madame Geneviève Lavergne. Mon sang s'est glacé. Elle veut quoi encore? Lisez. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre était courte, écrite d'une main tremblante. « Madame Roland, je vous écris pour vous demander pardon. J'ai été aveugle. Pas physiquement comme Gabriel, mais moralement. J'ai cru que vous étiez une profiteuse, que vous manipuliez mon beau-frère, que vous vouliez son argent. Je me trompais. Depuis le procès, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai compris que vous aimez Gabriel. Vraiment. Pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Et moi,
Je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai toléré, utilisé, attendu qu'il meure. Je suis une femme vieille et amère. Mais même une femme amère peut voir la vérité quand elle la regarde en face. Vous avez gagné, Madame Roland. Pas seulement devant le juge, mais dans la vie. Vous êtes une meilleure personne que moi. Et Gabriel a de la chance de vous avoir. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de prendre soin de lui. Mieux que je ne l'ai jamais fait. Avec mes regrets, Geneviève Lavergne. J'ai replié la lettre, les mains tremblantes. Elle s'excuse. Maître Dufour a hoché la tête. Il semblerait. Et ses enfants? Antoine? Solène? Aucune nouvelle. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils ne parlent plus à leur mère depuis le procès. J'ai regardé la lettre. Pourquoi me l'envoyer maintenant? Parce qu'elle a appris, pour l'AVC de Gabriel. Et je pense que ça l'a réveillée. Je suis rentrée à l'hôpital ce soir-là, la lettre dans mon sac. Je ne savais pas quoi en penser. Gabriel était dans sa chambre, en train d'écouter la radio. Quand il m'a entendu entrer, il a souri. « Comment s'est passée votre journée ?»« Étrange. » Je lui ai raconté la lettre. Il a écouté en silence, puis a soupiré. « Geneviève, vous êtes surpris ?»« Non. Geneviève a toujours été dure. Mais elle n'est pas méchante, juste blessée. » « Blessée par quoi? Par la vie. Son mari est mort jeune. Ses enfants sont égoïstes. Elle a passé sa vie à se battre pour de l'argent qu'elle ne dépensera jamais. » Il a marqué une pause. Et maintenant, elle se rend compte que tout ça ne valait rien. « Allez-vous lui pardonner ?» Gabriel a réfléchi. « Je ne sais pas, mais je ne la déteste pas. » 3 semaines après son AVC, Gabriel est rentré à la maison. Nous avions fait installer une rampe dans l'entrée, un ascenseur pour monter à l'étage, et aménager sa chambre au rez-de-chaussée. Claudine avait tout préparé. Des fleurs fraîches dans chaque pièce, un feu dans la cheminée. Une odeur de tarte aux pommes flottait dans l'air. « Bienvenue chez vous, monsieur », a dit Claudine en souriant. Gabriel, assis dans son fauteuil roulant, a respiré profondément. Ça fait du bien d'être chez soi. Les jours ont repris leur cours, mais différemment. Je m'occupais de Gabriel. Je l'aidais à se laver, à s'habiller, à se déplacer. Ce n'était pas facile. Il y avait des moments de frustration, des moments où il pleurait de rage parce qu'il ne pouvait plus faire les choses seul. Mais nous avons tenu. Un après-midi, alors que je lui lisais le journal, on a sonné à la porte. Claudine est allée ouvrir. Quelques instants plus tard, elle est revenue, l'air troublé. « Monsieur, c'est Madame Geneviève. » Gabriel a froncé les sourcils. « Faites-la entrer. » Geneviève est entrée lentement. Elle avait vieilli. Ses cheveux étaient plus blancs, son dos plus voûté. Elle portait un manteau simple et tenait un bouquet de fleurs. « Bonjour, Gabriel. »« Bonjour, Geneviève. » Elle m'a regardée. « Madame Roland. »« Madame Lavergne. » Un silence pesant est tombé. Puis Geneviève a tendu le bouquet vers moi. « Pour vous. » J'ai pris les fleurs, surprise. « Merci. » Elle s'est tournée vers Gabriel. « Gabriel, je suis venue te dire que je suis désolée. » Gabriel n'a rien dit. « J'ai été cruelle, égoïste. J'ai essayé de te prendre ce que tu avais, et j'ai échoué. Mais ce n'est pas ça qui me hante. Ce qui me hante, c'est que j'ai essayé de détruire quelque chose de beau. » Elle a regardé vers moi, puis vers Gabriel. « Vous avez trouvé quelque chose de rare, de l'amour vrai. Et moi, par cupidité, j'ai essayé de le briser. Sa voix s'est brisée. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Gabriel a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. « Geneviève, je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais je peux essayer de pardonner. » Elle a hoché la tête, les lèvres tremblantes. « C'est tout ce que je demande. » Elle s'est tournée vers moi. « Et vous, Madame Roland, prenez soin de lui. Mieux que je ne l'ai jamais fait. Je le ferai. » Geneviève est partie peu après. Quand la porte s'est refermée, Gabriel a soupiré. C'était inattendu. « Oui. Pensez-vous qu'elle était sincère ?» J'ai réfléchi. « Oui, je pense que oui. » Les mois ont passé. L'été est arrivé. Gabriel et moi passions nos après-midi dans le jardin. Lui dans son fauteuil, moi sur une chaise à côté de lui. Nous écoutions le chant des oiseaux, le bruit des feuilles, le murmure de la ville au loin. Un jour, Claudine m'a apporté une lettre. « C'est pour vous, madame. » J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre de Thomas. Mon cœur s'est serré. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu voudras l'ouvrir. Mais je devais essayer. Je suis désolée. Pour tout. Pour Mathilde. Pour t'avoir chassée. Pour t'avoir abandonnée sous la pluie. J'ai été lâche. J'ai choisi ma femme au lieu de ma mère. Et maintenant,
Je le paye. Mathilde m'a quitté. Elle a pris la moitié de mes biens dans le divorce. La maison est en vente. Je vis dans un petit appartement, seul. Et chaque soir, je pense à toi, à ce que j'ai perdu. Pas une maison, pas de l'argent, mais ma mère. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je regrette, profondément. Ton fils, Thomas. J'ai replié la lettre, les mains tremblantes. Gabriel, qui avait entendu le froissement du papier, a demandé « Mauvaise nouvelle ?» Non, juste, triste. « Votre fils ?» Oui. Que dit-il ? Je lui ai lu la lettre. Quand j'ai eu fini, Gabriel a dit « La vie lui a rendu ce qu'il vous a fait. » Oui. Allez-vous lui répondre ? J'ai regardé la lettre. Je ne sais pas. Gabriel a posé sa main sur la mienne. Quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. J'ai gardé la lettre pendant plusieurs jours. Je la relisais le soir, dans ma chambre. Et chaque fois, je pleurais. Pas de tristesse, mais de libération. Parce que Thomas avait enfin compris. Un soir, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit « Thomas, j'ai reçu ta lettre. Et je l'ai lue plusieurs fois. Tu as raison. Tu as été lâche. Tu m'as abandonné. Et pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais te pardonner. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Tu as fait tes choix. Et tu en payes les conséquences. C'est la vie. Je ne te pardonnerai peut-être jamais complètement. Mais je ne te déteste plus. Et un jour, peut-être, nous pourrons nous revoir. Pas comme mère et fils, mais comme deux personnes qui ont survécu à leurs propres erreurs. En attendant, vis ta vie. Apprends de tes erreurs. Et deviens meilleur. Eugénie. J'ai envoyé la lettre le lendemain, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Un matin d'août, Gabriel m'a appelé dans le salon. « Eugénie, j'ai quelque chose à vous dire. » Je me suis assise en face de lui. « Quoi ?» J'ai réfléchi. Beaucoup. À ma vie. À ce qui s'est passé. À vous. Et il a souri. Et je me rends compte que j'ai eu de la chance. De la chance ? Vous êtes aveugle et paralysé, Gabriel. Oui, mais je suis aimée. Vraiment aimée. Et combien de gens peuvent dire ça ? J'ai senti les larmes monter. Gabriel. Non, laissez-moi finir. J'ai 68 ans. J'ai vécu une belle vie. J'ai voyagé. J'ai travaillé. J'ai aimé. Et maintenant, dans mes dernières années, j'ai trouvé quelque chose de rare. Une amitié vraie. Une affection sincère. Il a tendu la main vers moi. Merci, Eugénie. Pour tout. J'ai pris sa main. C'est moi qui devrais vous remercier. Alors remercions-nous mutuellement. Nous sommes restés là, main dans la main, dans le silence du salon. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de maître Dufour. « Madame Roland, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise ? Étrange plutôt. Dites-moi. Antoine Lavergne a fait faillite. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? Il a investi dans une affaire frauduleuse. Il a tout perdu. Sa maison, ses économies, sa réputation. Et Solène ? Elle a divorcé. Son mari l'a quittée pour une femme plus jeune. Elle vit maintenant seule, dans un petit appartement. J'ai fermé les yeux. La vie leur a rendu ce qu'ils nous ont fait. Exactement. Quand j'ai raconté tout ça à Gabriel, il n'a pas semblé surpris. Le karma, a-t-il simplement dit. Il finit toujours par rattraper ceux qui s'aiment en la douleur. Vous ne ressentez pas de pitié pour eux ? Si, mais pas de regret. Il a marqué une pause. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vivent avec. L'automne est arrivé. Les feuilles ont commencé à tomber. Gabriel et moi avons continué notre vie, tranquillement, simplement. Un soir, alors que nous écoutions de la musique dans le salon, Gabriel a dit « Eugénie ? Oui ? Si je mourais demain ?» Gabriel ne parlait pas comme ça. Non, écoutez-moi. Si je mourais demain, je mourrais heureux. Parce que j'ai connu l'amour vrai. Pas l'amour romantique, mais l'amour humain. Il a souri. Et c'est le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. J'ai pris sa main. Vous n'allez pas mourir. Un jour, si. Alors, profitons de chaque jour jusqu'à ce jour-là. Il a hoché la tête. Oui, profitons. Et c'est ce que nous avons fait. Les mois ont passé. Gabriel est devenu plus fragile, mais son esprit restait vif. Nous parlions de tout, de la vie, de la mort, de l'amour, de la justice. Et chaque soir, avant de dormir, je pensais à cette nuit sous la pluie, à ce banc glacé, à cet homme aveugle qui m'avait tendu la main. Et je me disais, Dieu ne m'avait pas oublié. Il m'avait envoyé Gabriel. Un matin de décembre, presque un an après son AVC, Gabriel ne s'est pas réveillé. Claudine l'a trouvé dans son lit, paisible, un sourire sur les lèvres.
Il était mort dans son sommeil, sans douleur, sans peur, entouré de ceux qui l'aimaient. J'ai pleuré, longtemps, mais pas de désespoir, de gratitude, parce que Gabriel m'avait sauvé, et parce que j'avais eu la chance de le sauver aussi. Les funérailles ont été simples, comme il l'avait souhaité. Claudine était là, maître du four aussi. Geneviève est venue, vieille et fragile, et m'a serré dans ses bras sans un mot. Antoine et Solène n'étaient pas là. Après la cérémonie, maître du four m'a prise à part. « Madame Roland, je dois vous informer que, conformément à l'acte de donation, la maison vous appartient, ainsi que tous les comptes bancaires de Monsieur Lavergne. » J'ai hoché la tête. « Je sais, vous êtes une femme riche, Madame Roland, très riche. Je ne voulais pas de son argent. Je sais. C'est pour ça qu'il vous l'a donné. Je suis rentrée à la maison ce soir-là, seule. J'ai marché dans les pièces vides, j'ai touché les meubles, j'ai respiré l'odeur de cire et de vieux livres. Et j'ai pensé à Gabriel, à cet homme aveugle qui voyait plus clair que quiconque, à cet homme paralysé qui m'avait appris à marcher, à cet homme qui m'avait donné tout ce qu'il avait, sans rien attendre en retour. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas toujours immédiate. Mais elle finit toujours par arriver. Thomas avait tout perdu. Antoine et Solène aussi. Et moi, Eugénie Roland, femme abandonnée, femme méprisée, j'avais tout gagné. Pas par vengeance, mais par humanité. Cela fait maintenant 3 ans que Gabriel est parti. 3 ans que je vis dans cette maison, rue de Courcelles, entourée de souvenirs et de silence. Mais ce n'est pas un silence triste, c'est un silence paisible. Je m'appelle Eugénie Roland. J'ai 68 ans aujourd'hui. Et pour la première fois de ma vie, je me sens complète. Les premières semaines après la mort de Gabriel ont été difficiles. Je me réveillais la nuit en croyant l'entendre appeler. Je descendais au salon et je m'attendais à le voir assis dans son fauteuil, écoutant de la musique. Mais il n'était plus là. Claudine est restée avec moi pendant 6 mois. Elle m'a aidée à traverser le deuil. Et puis, un jour, elle m'a dit « Madame, je pense qu'il est temps pour moi de partir. » Partir ? Oui. Ma sœur est malade. Elle a besoin de moi. Et vous ? Elle a souri. Vous n'avez plus besoin de moi. Elle avait raison. Je l'ai remerciée. Je lui ai donné une généreuse somme d'argent, une partie de l'héritage de Gabriel. Et elle est partie. Depuis, je vis seule dans cette grande maison. Mais je ne me sens pas seule. J'ai transformé le bureau de Gabriel en bibliothèque. J'ai acheté des centaines de livres, des romans, des biographies, de la poésie. Et chaque jour, je lis. J'ai aussi commencé à voyager, quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis allée à Rome, à Lisbonne, à Prague. J'ai visité des musées, des cathédrales, des marchés. J'ai mangé dans des petits restaurants. J'ai parlé avec des étrangers. Et à chaque voyage, j'emportais avec moi une petite photographie de Gabriel. Pas celle de Thomas enfant. Celle-là, je l'ai rangée dans un tiroir. Non, j'emporte une photo de Gabriel et moi, prise dans le jardin, un après-midi d'été. Il souriait. Et moi aussi. Un jour, alors que je visitais Venise, une jeune femme m'a abordé sur la Piazza San Marco. « Excusez-moi, madame. Vous êtes seule ?» J'ai regardé cette jeune femme. Elle devait avoir 30 ans, peut-être moins. Et j'ai souri. « Oui. Vous n'avez pas peur de voyager seule ?»« Non, plus maintenant. » Elle a semblé surprise. « Mais comment faites-vous » J'ai appris. Elle s'est assise à côté de moi. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle s'appelait Léa. Elle venait de divorcer. Elle avait peur de tout. Peur de vieillir seule. Peur de ne plus jamais aimer. Je l'ai écoutée, puis j'ai dit « Léa, la solitude n'est pas une punition. C'est une libération. C'est le moment où on apprend à exister par soi-même. Mais vous n'avez jamais eu peur ? Si, tous les jours. Mais j'ai appris que la peur ne nous empêche pas de vivre, elle nous empêche juste de respirer. » Léa a pleuré. Je lui ai pris la main. « Vous allez survivre. Et plus que ça, vous allez vivre. » Quand je suis rentrée à Paris, j'ai reçu une lettre de Thomas. Il m'écrivait 1 fois par an, maintenant. Toujours pour me donner de ses nouvelles, jamais pour demander quoi que ce soit. Cette fois, il m'écrivait pour me dire qu'il s'était remarié. Une femme simple, institutrice, qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Je pense à toi tous les jours, maman. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que je suis devenue meilleure. Grâce à toi. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans une boîte, avec les autres. Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais je ne lui en veux plus. Un après-midi, alors que je prenais le thé dans le jardin,
J'ai reçu une visite inattendue. Geneviève. Elle était plus vieille, plus fragile. Elle marchait avec une canne. Mais son regard était plus doux. « Bonjour, Eugénie. »« Bonjour, Geneviève. » Elle s'est assise à côté de moi. « Je suis venue vous dire au revoir. » Mon cœur s'est serré. « Au revoir ? Je pars en maison de retraite. Je ne peux plus vivre seule. Je suis désolée. » Elle a secoué la tête. « Ne le soyez pas. C'est mieux ainsi. » Elle a regardé le jardin. « Vous avez gardé les roses de Gabriel. »« Oui, elles sont belles. » Nous sommes restés en silence un moment. Puis Geneviève a dit « Eugénie, je voulais vous dire merci. » « Pourquoi ? Pour avoir aimé Gabriel. Vraiment. Pas comme moi, pas comme mes enfants, mais avec votre cœur. » Elle a essuyé une larme. « Vous lui avez donné ce que nous n'avons jamais pu lui donner. De la paix. » J'ai pris sa main. Il m'a donné la même chose. Geneviève est partie peu après. Je ne l'ai jamais revue. Mais j'ai appris, 6 mois plus tard, qu'elle était morte dans son sommeil, paisiblement. Antoine et Solène ne sont pas venus à son enterrement. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je regarde par la fenêtre de mon bureau. Le jardin est en fleurs. Les roses de Gabriel sont magnifiques. J'ai 68 ans. J'ai une grande maison, de l'argent, la liberté. Mais surtout, j'ai quelque chose de plus précieux, la paix. Je ne vis plus pour les autres. Je ne m'excuse plus d'exister. Je ne mendie plus l'amour. Je vis, simplement. Chaque matin, je me réveille dans cette chambre qui est la mienne. Je descends dans cette cuisine qui est la mienne. Je m'assois dans ce jardin qui est le mien. Et je pense à Gabriel, à cet homme aveugle qui m'a appris à voir, à cet homme paralysé qui m'a appris à marcher, à cet homme seul qui m'a appris que l'amour n'a pas besoin de mots. Il y a quelques jours, j'ai croisé une femme dans la rue. Elle avait mon âge. Elle pleurait, assise sur un banc. Je me suis approchée. « Madame, ça va ?» Elle a levé les yeux vers moi. « Mon fils, il m'a mise dehors. » Mon cœur s'est serré. « Venez. »« Quoi ? » ?»« Venez avec moi. Je vais vous offrir un café. Et nous allons parler. » Elle m'a regardée, surprise. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il y a 3 ans, quelqu'un a fait la même chose pour moi. Je l'ai emmené dans un café. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a raconté la sienne. Avant de partir, elle m'a dit « Merci, vous m'avez sauvée. » Non, je vous ai juste rappelé que vous n'êtes pas seule. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à Gabriel. Et j'ai souri, parce que j'avais compris. Ce que Gabriel m'avait donné, je devais maintenant le transmettre. Non pas son argent, mais sa bonté. Alors maintenant, je vis chaque jour avec une mission simple. Être humaine, aider ceux qui souffrent, écouter ceux qui pleurent, offrir un sourire à ceux qui ont perdu espoir. Parce que c'est ça, l'héritage de Gabriel. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas de l'argent, c'est l'humanité. Je m'appelle Eugénie Rolland, j'ai 68 ans. Mon fils m'a abandonné. Un homme aveugle m'a sauvée. Et aujourd'hui, je vis la vie que je n'ai jamais osé rêver. Une vie libre, une vie digne, une vie où je ne dois rien à personne. Et si cette histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir la dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mon fils a semé la cruauté. Il a récolté la solitude. Sa belle famille a semé la cupidité. Ils ont récolté la ruine. Gabriel a semé la bonté. Il a récolté l'amour. Et moi, Eugénie, j'ai semé la patience. Et j'ai récolté la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.